Quand on parle de fabrique de la ville, il est naturel de se tourner vers des architectes ou des urbanistes. Au mieux, on va aussi chercher des éclairages du côté des sociologues, des philosophes, des géographes. Et de plus en plus aujourd'hui, bien sûr, on s'aperçoit que c'est une bonne chose, qu'en matière de connaissance de la ville, les habitants et les usagers ont souvent des choses pertinentes à dire. Mais on va rarement questionner les artistes. Les artistes dont c'est la vocation de travailler dans l'espace public, les artistes de rue. Cette pratique des arts de la rue, si elle est le plus souvent une vocation, n'en est pas moins enseignée comme d'autres pratiques. Installée à Marseille, au cœur de la cité des arts de la rue, la FAIAR dispense des cycles de 22 mois pour former les jeunes artistes à créer des productions artistiques dans l'espace public. Son directeur, Jean-Sébastien Stiel, est avec nous. Bonjour, Jean-Sébastien Stiel. Bonjour. Alors, vous formez des gens, vous formez des jeunes artistes à intervenir dans l'espace public, à produire des manifestations artistiques dans l'espace public. Est-ce que ça veut dire que votre vision de la ville est très personnalisée et complètement différente de celle que nous pouvons avoir, nous, citoyens lambda? Ce qui intéresse les artistes, c'est pas ce qui intéresse les aménageurs. Donc, on va plutôt les sensibiliser à un rapport sensible au paysage visuel ou au paysage social. Euh, on va les inciter à lire la ville comme un décor, comme une scène à investir, et donc à s'appuyer sur des signes, sur des marques, sur des indices, sur des éléments qui pourront être utilisés pour appui d'une métaphore, voilà. Donc on va quand même les inciter à porter un regard spécifique sur la ville par rapport au regard qu'auront des géographes, des sociologues urbains. Il vous est arrivé de travailler en collaboration avec des aménageurs? Alors nous, avec notre école, il nous est arrivé de travailler avec des architectes hein, sur des micro-architectures, sur des constructions, sur construction de mobilier. Justement, dans le périurbain, on essayait, dans le périurbain bordelais, avec le bruit du frigo. Et on essayait de fabriquer un espace public à partir de mobilier. Et tout le processus de fabrication de ce mobilier était l'occasion de rencontrer les habitants, de leur demander un coup de main, de leur demander des matériaux, de l'aide, faisant qu'à la fin de la semaine, on connaissait tout le quartier et qu'on a organisé une grosse fête. Donc c'est tout le processus qui nous amène à un événement, mais finalement l'événement est presque secondaire. Dans les pays du Nord, au Danemark, en Allemagne, il y a des expériences d'association d'artistes à des opérations d'aménagement qui sont vraiment intéressantes. Il y a peu d'exemples où des artistes soient associés à l'ensemble des phases de la conception et de l'aménagement urbain. C'est souvent ponctuel, c'est souvent assez... sont des expériences pilotes, toujours riches, mais il y a assez peu d'exemples, à ma connaissance, hein, où les artistes soient associés du début à la fin d'une phase, quoi. À part la machine à Nantes, où chez Métoff, l'urbaniste de l'île de Nantes avait associé d'emblée François de la Rosière, le scénographe, à la réflexion, à la conception de l'aménagement de l'île de Nantes, ce qui a donné lieu en bout de processus à, à l'installation de la grande halle des machines avec l'éléphant. Oui. Mais c'est à ma connaissance le seul exemple en France où les artistes seraient associés, sont associés de bout en bout. Sinon, on est plus souvent dans des interventions ponctuelles, et c'est à mon sens dommage. De votre point C'est de vue, dommage parce que ça pourrait être plus, ça pourrait être fait de façon plus fréquente. Ça devrait l'être. euh, De votre point de vue à vous, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire? oui, oui, bien sûr. Je pense que c'est ce qui permet de passer, ce qui permet d'intégrer dans la réflexion de
la conception urbaine, la dimension perceptive, la dimension des usages, la dimension sensible. Et je pense que ça faciliterait l'appropriation des espaces publics. Voilà, donc je pense en effet que ce serait un progrès de la conception et de l'aménagement urbain. Hmm. Est-ce qu'il y a des aménageurs qui interviennent dans votre formation? Ponctuellement, on invite des architectes, qui s'interrogent sur l'espace public. Mais effectivement, on pourrait entretenir un lien plus étroit avec des aménageurs. C'est difficile, les passerelles sont pas naturelles, hein. C'est quand même deux mondes, le monde de l'aménagement, c'est un monde très dominé par les ingénieurs, les architectes. Il y a peu de langage commun. Réhabiliter cette dimension de la perception, de la sensibilité, de l'imaginaire, de, de la poésie, c'est, je pense, une condition pour imaginer et concevoir des villes plus hospitalières, plus vivantes, plus vivables, plus surprenantes. Hmm. Je pense que dans l'urbanisme tactique, quand les habitants colonisent des trottoirs, comme on voit à Marseille, des trottoirs avec des pots de fleurs, c'est ça qu'ils affirment. Euh, Ils affirment des choses très simples, hein, mais qui ont trait voilà, à des arts de fer simples, fabriquer des pots. C'est l'invention du quotidien de Michel de Certeau, quoi. C'est les arts de fer qui s'invitent dans le grand art architectural et urbanistique. Et tout d'un coup, les gens disent non, ces villes d'asphalte et de potelés, ça nous va pas. Nous, ce qu'on veut, c'est aussi de la végétation. On veut étendre notre espace de vie à l'extérieur. On ne veut pas réserver la culture des pots de fleurs à notre balcon ou à notre patio. On veut aussi pouvoir s'approprier plus massivement la ville, hein. Hmm. Et je pense que les artistes ont leur place dans cette réflexion. Hmm. Donc vous êtes disponible si des aménageurs veulent se rapprocher de vous, vous êtes à leur écoute et disponible pour les recevoir. Oui, oui, on les invite quand ils veulent à la Cité des Arts de la Rue. Vous dirigez une structure qui forme les jeunes artistes à intervenir dans l'espace public. Donc cette structure, elle dispense quoi? Des cours magistraux ou alors des choses directement en travaux pratiques dans la rue? Qu'est-ce que c'est cette formation spécifique aux arts de la rue? C'est une formation qui a 15 ans, qui effectivement est née au moment euh, de la reconnaissance et du développement institutionnel de ce secteur des arts de la rue, qui ont émergé dans les années 80 en France, hein. C'est quand même c'est une spécialité française, ces arts de la rue. Il y a d'autres pays qui ont vu un développement de ces formes artistiques, mais la France a été le pays à les reconnaître, les soutenir institutionnellement, à doter ce secteur d'outils, dont cette école, qui est la seule école en Europe dédiée à la création artistique en espace public. À notre connaissance, il n'y en a pas d'autres dans le monde. Ce qui nous vaut d'avoir un grand nombre d'étudiants venant du monde entier, de Corée, du Québec, de Haïti, la Colombie, et des artistes de toutes disciplines, puisque ça n'est pas une école où on apprend un art, c'est une école où on vient appliquer ce qu'on a appris ailleurs ou ce qu'on a expérimenté ailleurs dans le cadre d'une expérience professionnelle en tant qu'artiste, une expérience préalable. Et c'est une école où on vient
transposer ces savoirs acquis ailleurs dans l'espace public, puisque s'exprimer artistiquement dans l'espace public demande des capacités particulières, hein, des aptitudes particulières, des connaissances. Alors, qu'est-ce qu'on enseigne? On enseigne, on apprend ce que c'est qu'une ville, comment fonctionne une ville, et puis on a quelques cours théoriques d'esthétique, d'esthétique des arts, et puis il y a l'essentiel des enseignements est pratique, en effet, et passe par l'expérimentation, la découverte du paysage, et puis la découverte d'une réalité sociale qu'on va interroger avec les outils de l'art. Ouais. Et quand vous dites on enseigne comment fonctionne une ville, ça paraît très ambitieux comme Oui, objectif. alors on n'est pas non plus un institut d'urbanisme ou Oui. une école d'architecture, hein. On l'enseigne à notre manière. Par contre, c'est vrai qu'on donne à nos étudiants des clés de compréhension de ce que c'est que la ville. Mhm. On le fait beaucoup à pied, avec les pieds, voilà, en marchant dans la ville, en décodant. Et Ils viennent de tous les champs qu'est-ce de la qui fait qu'on ait création. envie de proposer son art, puisque vous dites que c'est des gens qui ont déjà une capacité artistique dans un domaine ou un autre. Pourquoi on a envie de proposer son art dans la ville, dans la rue, dans l'espace public? Est-ce qu'il y a des Ah tendances bah, qui se dessinent? c'est souvent pour nos étudiants des démarches de pas de côté, quoi. On a des gens qui sortent d'écoles de comédiens, qui pourraient travailler pour la télévision ou le théâtre et qui disent non, j'ai envie de faire de l'art différemment. C'est toujours un peu subversif, hein. C'est pas anodin. Alors vous dites que c'est une démarche un peu subversive parce que elle questionne le rapport de l'art avec son public, mais est-ce que vous avez vu des démarches subversives par rapport à la ville en tant que telle, qui pourraient questionner la façon dont vit la ville? C'est toujours incongru de présenter des œuvres en dehors des lieux conventionnels de l'art. Euh, c'est souvent l'art fait irruption dans les lieux de la vie quotidienne et ça, c'est déjà un décalage. Alors là, je ne parle pas des festivals qui sont presque des moments, des temps organisés pour ça, où l'art est attendu, on sait que, il y a une billetterie, mais quand vraiment l'art s'invite où on ne l'attend pas, c'est extrêmement subversif. C'est-à-dire que là, en effet, on va surprendre, euh, donc en soi, il n'est pas besoin d'en rajouter beaucoup pour être déjà complètement en dehors des clous. Mais et c'est précisément ce qui est intéressant, quoi. C'est que là, il y a une vraie subversion. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe euh, quand on vient affirmer la possibilité d'un discours, euh, d'abord d'une prise de parole. Une prise de parole dans l'espace public, c'est quand même l'affirmation d'une liberté extraordinaire, quoi. On n'est pas dans l'indifférence de bonne loi. Là, on se met au centre d'une place et on s'exprime, comme le crieur public. Et puis l'affirmation aussi d'un discours profondément subjectif, qui est nourri par sa sensibilité, par ses perceptions, euh, et du coup, ce discours est très très différent des discours habituels sur la ville. Ils sont Mhm. souvent des discours objectivés, soit par les sciences sociales, soit les discours d'aménagement, qui sont guidés par des intentions fonctionnelles, utilitaires. Là, on est dans l'affirmation que les perceptions individuelles, que la subjectivité, que l'imaginaire ont leur place dans l'espace urbain. Mhm. Donc ça confère aux artistes un statut très différent
celui de chroniqueur, d'expert ou d'aménageur, quoi. Mhm. Vous auriez des exemples précis d'interventions qui pourraient illustrer ce décalage ou cette surprise de l'irruption de l'art dans la ville? S'il y a des choses qui vous viennent en Bah, tête? plus qu'un discours sur la ville, c'est un regard sur la ville. Et je peux l'exprimer avec une œuvre d'une artiste hollandaise, Lotte van den Berg. C'est une œuvre qui s'appelle Rururt, et qui veut dire en français la rumeur, rumeur. Et c'est une œuvre par laquelle le public est placé dans un container vitré, à l'intérieur duquel il y a un gradin. Et en fait, c'est c'est une salle de spectacle qui regarde vers la ville. Et des comédiens entrent dans ce mobil-home, euh, se présentent aux spectateurs et sortent par une porte vitrée et vont se mélanger à la ville. Et là, chacun d'eux est porteur d'un micro-cravate. Euh, et on les entend interagir. Il n'y a pas de propos explicites, simplement. Là, on est vraiment dans le dialogue intégral de l'œuvre et de ce qui se passe dans la ville et qu'on ne regarde habituellement pas. Donc, Mm. c'est une œuvre où tout d'un coup, toute la ville joue. C'est-à-dire que des enfants qui passent, qui font du vélo, qui posent leur vélo contre la vitre, toute la ville est convoquée et joue. Et c'est vraiment la ville, là, se présente vraiment comme un théâtre, quoi, comme un théâtre urbain. Donc, Mm. c'est pas forcément un discours explicite, mais on a la convocation de choses auxquelles on ne prête pas attention d'habitude, qu'on ne voit pas par la force de l'habitude et qui tout d'un coup prennent une valeur particulière parce qu'on pose un cadre dessus, comme le cinéma peut le faire, hein, et on sait que ce regard posé sur les choses euh, fabrique les choses. On sait Mm. que c'est la peinture de Turner qui fabrique dans la conscience des gens le brouillard de Londres. Eh bien là, c'est pareil. C'est tout d'un coup cette place-là qu'on intègre, qu'on perçoit au quotidien, qu'on regarde mais sans voir. Eh bien, tout d'un coup, on va la voir parce que et on va prendre le temps de l'observer. C'est très puissant dans la capacité d'appropriation de son espace de vie et dans la valorisation du sensible. Je crois que ce que ça raconte, c'est que le sensible a droitité, quoi. Que le- et qu'il n'y a pas que les grands paysages hein, qui méritent un regard romantique. Il peut y avoir du romantisme de la modernité, ou du romantisme adressé à la modernité. On peut Mm. admirer un paysage urbain, même pas un paysage remarquable, même pas particulièrement pittoresque, mais en prêtant une attention à des petites choses. Et c'est ça, Mm. cette rumeur que fabrique cette œuvre, quoi. Après, il y a une autre œuvre qui est une performance de Abraham Poincheval qui s'appelle La Vigie. Et là, en fait, un beau matin, sur une place, il l'a fait dans différents lieux, il y a au centre de la place un mât et un homme est perché au sommet du mât. Et il est perché, et c'est une vigie, quoi, comme une vigie de bateau, et il va vivre là avec un équipement de montagne comme les gens qui dorment sur les falaises. Là. Il va vivre une dizaine de jours et en fait, c'est sublime. Donc, ça porte euh, ça interroge, évidemment. Tout le monde s'arrête, se questionne. Et en même temps, il fabrique un. D'abord, il veille sur la ville. Mm. C'est une scène qui est décollée du sol. C'est vraiment une scène, c'est un espace scénique, hein, sa petite plateforme là, d'un mètre ou 2 mètres carrés sur laquelle il vit pendant 10 jours. Il était Et puis, à quelle hauteur du sol? il y a 10 ou 12 mètres, hein, je crois. Mm. Et lui voit la ville. C'est le,
c'est le regardeur ou c'est le regardeur regardé, quoi. Il voit la ville et il voit la ville en plongée et les gens le voient observer et veiller sur la ville en contre-plongée. Euh, et c'est tout le sujet de l'attention et de la veille. Et c'est aussi le lien entre le lien au ciel, puisque c'est un homme dans le ciel. Donc c'est aussi le lien presque spirituel, c'est la figure du stylite ou la figure du type sur sa colonne, comme ça. Ça, c'est une œuvre qui n'est pas annoncée, qui n'est pas inscrite dans un programme culturel, mais qui s'invite en ville et qui fabrique une image très puissante, pleine de symboles, euh, et qui interroge Mm. notre vie, notre relation à l'espace. Voilà. Ouais, il serait intéressant de savoir si les gens ont été questionnés après sur leur réaction par rapport à cet événement, cette performance, on peut appeler ça une performance. Hmm. Vous savez s'il y a eu des retours de... Non, je ne sais pas. Je ne sais pas si les organisateurs ont interviewé les gens. Mais c'est souvent très étonnant les retours des spectateurs, parce que les gens se font une raison et qui est parfois, je me souviens, il y a un performeur allemand que euh, Lieu Public, une structure marseillaise, avait invité dans le cadre d'un festival Small is Beautiful. Le type est adossé au mur, mais simplement il est adossé avec son bras, comme ça, contre le mur, mais il est à 3-4 mètres de haut, avec les pieds dans le vide. En fait, il est debout dans une structure solide qui est vissée au mur, mais on voit vraiment un homme flotter, adossé au mur. Et donc les gens sont perplexes. À Marseille, c'était la cohue, il l'avait placé en bas de la Canebière. C'était la cohue, les gens étaient hyper surpris, c'était vraiment très très drôle. Mais le type ne fait pas du tout mystère du procédé. C'est-à-dire que quand on lui demande comment vous tenez, il dit bah, voilà, je suis debout dans une structure en fer. Et les gens ne veulent pas y croire. C'est-à-dire que cette explication rationnelle, les gens résistent à y croire parce que ils disent non, tu nous racontes des histoires, c'est pas possible. Les gens y résistent parce que, mais c'est très beau parce que on a besoin on a besoin voilà, de ces images surnaturelles. On a besoin de se raccrocher au mythe, quoi. En fait, Ouais. le mythe est beaucoup plus puissant que la réalité, beaucoup plus puissant que toute. Et, et- et on le sait, c'est pas le monde concret ce sont les mythes, les récits qui sont consubstantiels de l'organisation de nos sociétés. Donc, que l'art s'invite dans la cité, c'est finalement un juste retour de l'art à sa place. Et puis, c'est pas l'art dans la ville, c'est pas une invention des années 80. C'est une, voilà, c'est une réalité très ancienne, quoi.